Et on commence avec les titres. Oui, on va tous crever. Quoi? Eh ben, j'ai lu le rapport sur la biodiversité, on va tous crever, c'est foutu. Ok, bon bah alors on parlera aussi. Non, mais c'est pas la peine de parler. De toute façon, on va crever, ça sert à rien de parler d'autre chose. Bon, ok, il n'y aura pas de brève alors. Mais si, il y aura des brèves, on va crever. De toute façon, on s'en a à foutre, on va faire des brèves. Allez, c'est parti. Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, plus du tiers des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître. Alors vous êtes forcément au courant, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, la biodiversité à l'échelle mondiale est en crise, et personne d'un peu sensé ne se risquerait à nier cette réalité. Ce qui est un peu différent pour d'autres problématiques environnementales, et en particulier pour le climat. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord, but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people. Alors il y a quelques jours, les quelques 150 experts sélectionnés par l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc une plateforme d'études placée sous l'égide des Nations Unies et qui regroupait quelques 130 pays parmi les différentes nations siégeant aux Nations Unies, rendait son rapport sur l'état de la biodiversité à l'échelle mondiale. Et force est de constater que le rapport était plutôt alarmant. Alors il faut bien admettre que ce sont des conclusions que l'on soupçonne depuis très longtemps déjà et que l'on ne peut pas ignorer. De nombreux chiffres ont été fournis, de nombreuses déclarations ont été fournies également, et les médias se sont emparés du rapport pour le décortiquer, et chacun jouant de son chiffre choc ou de sa déclaration choc pour faire vendre son média ou lire son papier. Tout en précisant que leurs conclusions ne proviennent pas du fait qu'ils aient participé au débat, ou même s'y intéressent d'ailleurs, mais en réalité toutes ces données viennent surtout du communiqué de presse fourni par la plateforme. D'ailleurs je vous mets un lien dans la description pour télécharger ce communiqué de presse. Donc tout ça peut paraître un peu fouillé, mais ce qui est évident c'est que la crise elle est globale et surtout elle est très sérieuse. Quant au rapport complet lui, donc tout de même à 1800 pages semble-t-il, il sera mis en ligne et mis à disposition du public par la plateforme dans le courant de l'année. Mais avant d'aller plus loin, recadrons tout de même certaines choses, puisqu'il s'agit malgré tout de vulgariser. Alors la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Alors globalement, la biodiversité c'est défini... Il y a du bordel, on entend les grenouilles qui chantent, j'espère qu'on les entend assez à l'image. Donc je disais, ouais, la biodiversité c'est globalement défini comme la diversité du vivant. Et au sein de cette notion, on regroupe trois grands principes. Donc le premier c'est la diversité génétique, la diversité des gènes. Ensuite, on parle de la diversité spécifique, c'est-à-dire la richesse des espèces qui constituent le vivant. Et bien souvent, lorsqu'on évoque la notion de biodiversité, on a tendance à s'attacher uniquement à cette richesse spécifique. Ensuite, on parle de la diversité écosystémique, la diversité des écosystèmes. Rappelons qu'un écosystème, c'est la somme d'un habitat circonscrit, au sein duquel évoluent un certain nombre d'individus d'espèces différentes et qui entretiennent un lien avec cet habitat et avec les différentes espèces. Donc il faut bien être clair, biodiversité c'est pas juste un terme transcendant ou symbolique, c'est pas un terme New Age qui serait né uniquement dans la bouche des entre guillemets écolos. Il s'agit d'un réel terme avec sa définition claire, avec sa réalité scientifique, sa réalité politique également, sa réalité économique aussi, mais aussi sa réalité culturelle et civilisationnelle. Et d'ailleurs on reviendra là-dessus. Et civilisationnel c'était dur à dire ça comme mot. Et les services écosystémiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les bénéfices que retirent les individus des écosystèmes. Alors déjà il faut bien différencier d'une part le service en lui-même et d'autre part les processus, les mécanismes qui ont contribué à créer ce service et à le maintenir. Ça c'est ce qu'on appelle les fonctions écosystémiques. Traditionnellement on distingue 4 grands groupes parmi les services écosystémiques. Tout d'abord on a les services écosystémiques dits d'approvisionnement. C'est le plus simple à considérer et souvent on ne parle que de celui-là. C'est par exemple le fait que les écosystèmes nous fournissent de l'eau, ou de la nourriture, ou encore des fibres pour faire nos vêtements, ou du pétrole à mettre dans nos voitures, ou du bois pour faire nos maisons, ou encore des molécules pour nous soigner. Ensuite on a les services écosystémiques dits de régulation. Alors ça ce sont tous les bénéfices que l'on peut tirer des mécanismes liés au bon fonctionnement des écosystèmes.
Alors concrètement, au premier groupe, là on parle pas de ressources physiques concrètes au sens strict, mais de processus, de mécanismes. Par exemple la pollinisation. Ensuite, on a le groupe des services écosystémiques dits socioculturels. Alors celui-là, il est vraiment très intéressant et souvent on a tendance à le considérer un petit peu à part des autres. Ce sont tous les services non matériels, peut-être même symboliques sous certains aspects, qui traduisent le lien qui unit l'homme à son environnement. Bon sang, il y a une belette qui vient juste de cavaler à l'instant mes pieds. Mais impossible de filmer, c'est d'une vivacité une belette. Pour en revenir aux services écosystémiques dits socioculturels, j'ai été distrait par cette belette. Donc c'est par exemple la qualité culturelle, la qualité esthétique, même parfois aussi la qualité religieuse de notre environnement. C'est aussi la valeur intrinsèque qu'on accorde chacun d'entre nous à notre territoire, à l'endroit d'où nous venons. C'est aussi la valeur récréative ou la valeur touristique des écosystèmes, ou encore l'inspiration éducative ou l'inspiration artistique de la nature. Bon, maintenant qu'on est revenu sur ces définitions essentielles, on peut s'attaquer au véritable sujet de cette vidéo, à savoir en quoi est-il nécessaire de maintenir intègre cette biodiversité et ses services écosystémiques. Mais en réalité, en fait, en définissant ces grands principes, on répond déjà en grande partie à la question. D'ailleurs, le terme même de service écosystémique, il veut tout dire. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on va pas faire un listing de ce qu'il est utile ou non de sauver. On devrait s'occuper de la nature pour ceci ou pour cela, ou ce service est plus utile qu'un autre. En réalité, c'est plutôt une mise en perspective sur la nécessité de maintenir intègre la biodiversité et les services écosystémiques, de façon à maintenir la biosphère, et ainsi, in fine, à nous maintenir nous aussi. Parce que ça, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Pour comprendre l'intérêt de la biodiversité, il faut déjà finir par comprendre que nous aussi, nous en faisons partie. Selon les estimations, et croyez-moi, il y en a un paquet en fonction de la méthode de calcul, et même en fonction de la définition du terme espèce, notre planète compterait entre 10 et 100 millions d'espèces différentes. Ça, ce sont les chiffres que l'on donne régulièrement dans les cours ou dans les documentaires, parce que ce sont des chiffres ronds, donc faciles à retenir. Mais si vous avez suivi un petit peu les nouvelles, et notamment le rapport de l'IPBES, peut-être êtes-vous tombé sur le chiffre de 8,7 millions d'espèces. Mais bon, de toute façon, c'est pas tant là-dessus qu'il faut se focaliser, dans cette période d'érosion de la biodiversité, mais plutôt sur le rythme de cette érosion, ou encore sur la part relative de tel ou tel groupe d'espèces parmi tel ou tel groupe d'habitats. Donc comme souvent en mathématiques, ce qui compte, c'est pas tant les valeurs absolues, mais les valeurs relatives. Par contre, là où on sera tous d'accord, c'est que des espèces, il y en a beaucoup. Elles n'existent pas au sein de l'arbre du vivant. D'un côté, le groupe, enfin le règne plutôt, des êtres humains, et en parallèle, le règne des plantes, le règne des mycètes, le règne des archébactéries, ou tout ce que vous voulez. Cette vie est foisonnante, et nous en faisons partie. Et donc par conséquent, nous entretenons également une foisonnance de liens avec cette diversité biologique. L'homme est considéré comme une espèce parmi d'autres. Remontez la lignée de l'Homo sapiens. Pour cela, sélectionnez la bulle de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens appartient au groupe des homininés, qui lui-même appartient au groupe des hominidés, qui appartient à celui des mammifères, à celui des vertébrés, des bilatériens, des métazoaires, des eucaryotes, qui sont eux-mêmes parents avec les archées et les bactéries. L'arbre est maintenant entièrement illuminé, et pourtant, vous n'avez parcouru que votre propre lignée. L'homme est donc lié à toutes les espèces. Rappelons que tous les êtres vivants de la Terre, tous autant qu'ils sont, ne peuvent être totalement indépendants de leur environnement pour leur survie. Par exemple, ils peuvent se nourrir de leur prochain, ou encore se reproduire avec leur prochain, si d'aventure ils font partie d'une espèce à reproduction croisée, ou encore ils profitent des gaz de leur environnement pour la respiration cellulaire, ou encore des nombreux abris que peuvent offrir les différents habitats.
Donc une bonne fois pour toutes, tous les êtres vivants sont dépendants de leur environnement et interdépendants entre eux. Et puisque l'espèce humaine fait partie du vivant, jusqu'à preuve du contraire, elle n'échappe pas non plus à cette règle. Alors bien sûr, la question essentielle, et c'est là tout l'enjeu, c'est de savoir quantifier cette interdépendance. À quel point sommes-nous interdépendants? Et ainsi, à quel point l'érosion de la biodiversité peut-elle menacer cette interdépendance? Après cette première partie un peu introductive pour cette problématique, on essaiera de réfléchir à cette question ensemble dans une deuxième partie. En attendant, moi je vais continuer ma route autour du parc de l'étang Saint-Nicolas et peut-être essayer de rechoper ma petite belette. Bon, évidemment, je vais avoir besoin de ça pour choper des images.